Bonjour. Nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir pour la 3e édition du Club Bleu avec le thème « Et la mer dans tous ses états », Madame Asma Shihri Labidi, secrétaire générale des affaires maritimes en Tunisie. J'ai aussi en duplex Monsieur Denis Robin, secrétaire général de la mer en France. Son Excellence Monsieur Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur des pôles et des enjeux maritimes. Et cette rencontre se déroulera pour poser les vraies questions autour de ce que vit le bassin méditerranéen. La mer méditerranéenne souffre, elle est polluée et elle souffre parce que sa faune, sa flore est saccagée, parce qu'il y a des problèmes de surpêche, il y a des problèmes de transport maritime et tous ces sujets vont être abordés aujourd'hui lors de ce webinaire. Donc je remercie, avant de commencer à donner la parole, je remercie nos partenaires, la BIAT, notre partenaire officiel, Carrefour, Total, la Banque de Tunisie, Délice, Caire, la TAV, Mosaïque, Actia, Talent, Celt Maritime, Atigeri Bank, CMR, Sagemcom, Tunisie Valeur, CMA CGM, Maghreb Revêtement et nos partenaires officiels, l'IFT, la République tunisienne, la Commission européenne. Voilà, donc j'ai terminé par remercier nos partenaires. Je reviens sur la biographie de Madame Asma Shihri Labidi. Donc, vous incarnez aujourd'hui ce secrétariat, vous l'occupez et vous savez que suite au Forum de la mer 2018, nous avons poussé une recommandation pour la création de ce poste. Aujourd'hui, vous êtes la première à l'occuper et de plus, vous êtes femme. Et donc, vous avez cumulé plusieurs postes au sein du gouvernement. Vous avez été conseillère juridique de la législation du gouvernement placée auprès du Premier ministre en 1999. En 2011, vous êtes nommée chargée de mission auprès du Premier ministre. En 2012, vous êtes conseillère juridique et de législation du gouvernement auprès du chef du gouvernement, avec rang de secrétaire général de ministre. Vous avez travaillé à ce titre avec 5 chefs de gouvernement de 2012 à 2018. Et durant cette période, vous étiez membre représentant la présidence du gouvernement au sein de la Commission nationale du droit de la mer, représentant de la Tunisie dans le groupe de travail de la qualité de la réglementation à l'OCDE, co-présidé par la Tunisie, la France et l'Italie, et membre du comité de négociation du projet d'accueil ALECA entre la Tunisie et l'Union européenne. En 2017, vous êtes nommée directrice de l'École nationale d'administration de Tunis avec le rang de secrétaire d'État. Vous vous consacrez alors à la réforme de la formation du cycle supérieur de l'ENA. En février 2020, vous êtes nommée ministre de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Seniors et porte-parole du gouvernement. Vous cumulez avec ces 2 fonctions la fonction en plus de ministre de la Jeunesse et des Sports par intérim entre juillet et septembre 2020. Et en décembre 2020, vous êtes nommé au poste secrétaire général des Affaires maritimes. C'est un honneur de vous avoir parmi nous. Merci. Je présente également M. Denis Robin, secrétaire général de la mer. Donc, à l'issue de votre formation à l'École nationale d'administration, vous êtes affecté à la sous-direction de la sécurité civile du ministère de l'Intérieur en 1989. Vous devenez sous-préfet et dirigez le cabinet du préfet du Gard d'août 1989 à septembre 1990. Vous devenez en 1999 secrétaire général de la préfecture des Landes, puis en 1994, vous êtes nommé directeur du cabinet du préfet de la région Rhône-Alpes pendant 2 ans. En 1996, vous devenez secrétaire général pour les affaires économiques de la Réunion. Donc, entre 1997 et 2004, vous exercez successivement des fonctions de sous-directeur à la direction de l'administration territoriale et des affaires politiques, puis de sous-directeur du corps préfectoral dans cette même direction. En septembre 2008, vous êtes nommé préfet, représentant du gouvernement à Mayotte.
Vous vous consacrez alors au processus de la départementalisation de Mayotte qui aboutit à l'organisation du référendum sur la départementalisation le 29 mars 2009. En juillet 2009, vous devenez directeur de cabinet de Madame Marie-Luce Panchard au secrétariat d'État, puis au ministère chargé de l'Outre-mer. En janvier 2011, vous êtes nommé conseiller pour les affaires intérieures au cabinet du Premier ministre. Et l'année suivante, vous devenez préfet du Pas-de-Calais. En février 2015, vous êtes nommé secrétaire général du ministère de l'Intérieur et parallèlement haut fonctionnaire chargé du volet défense puis du volet développement durable au sein de ce ministère. Puis, 28 janvier 2019 arrive et vous êtes secrétaire général de la mer, placé sous l'autorité du Premier ministre. Le secrétariat général de la mer qui a pour objectif de coordonner l'ensemble des politiques maritimes et d'apporter ainsi une réponse adaptée au caractère profondément interministériel de ces politiques. Je vous laisserai la parole pour mieux vous présenter par la suite. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je laisse la parole à son Excellence pour lancer le débat. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Bourguiba. Bienvenue à vous, Asma. Bienvenue à vous, Denis. La question qui se pose évidemment pour les centaines, milliers de personnes qui écoutent ce troisième Blue Talks, je rappelle que c'est le troisième rendez-vous que nous organisons dans le cadre de la saison bleue, c'est faut-il des calibres de cette importance avec des CV aussi impressionnants, des super ministres pour gouverner ou diriger la mer? Et donc, dans le fond, la question, elle est très simple après des parcours aussi impressionnants dans l'administration l'un et l'autre, public de vos deux pays, la Tunisie, Madame, et la France, Denis. Qu'est-ce que c'est qu'un secrétaire général de la mer? Alors, je vais poser la question d'abord à Denis Robin, puisque le secrétaire général existe depuis plus longtemps qu'en Tunisie et vous êtes nommé avant Asma, mais je vais l'interroger dans quelques instants. Ça sert à quoi? Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bonjour Asma. C'est un vrai plaisir de vous retrouver à cette belle occasion. On s'était parlé il n'y a pas très longtemps avec Asma à l'occasion de sa nomination. Alors, la mer est un objet par nature interministériel, mais je vais même encore plus loin que ça. C'est même pas qu'une question d'organisation administrative ou gouvernementale. La mer est par nature un espace multipolaire, parce que la mer est le support de très nombreuses activités, parfois complémentaires, parfois concurrentes, qui relèvent de disciplines extrêmement variées. La mer, c'est le support d'activités économiques, d'activités industrielles, de shipping, c'est le support d'activités de loisirs et de détente, et il ne faut pas les sous-estimer parce que c'est important pour la population. Mais la mer, c'est aussi un régulateur de l'humanité, c'est un régulateur du climat et des conditions de vie sur la Terre. La mer, c'est un vivier de biodiversité. La mer, c'est sans doute, dans les années qui viennent, un vivier d'énergie et de ressources nouvelles, de molécules pour la médecine. Et donc, la mer fait appel à toutes les disciplines des sciences humaines, à toutes les sciences, à toutes les technologies. Et donc, quand on veut traduire ces questions maritimes dans une organisation gouvernementale, c'est très difficile parce qu'on fait appel à toutes les compétences de tous les ministres. Quand on réunit le comité interministériel de la mer en France autour du Premier ministre, il y a au moins 15 ministres autour de lui qui sont convoqués à ce comité. Et donc, il est nécessaire d'avoir auprès du Premier ministre une autorité. Alors, en France, elle est non politique, c'est une autorité administrative, mais qui coordonne l'activité de tous les ministères pour être certain que tous les aspects de la politique maritime sont bien en phase, sont bien en concordance et progressent de la même façon pour atteindre les objectifs qu'a fixés le président de la République et le Premier ministre. Alors, comme vous le savez, Madame la Ministre, à l'été 2020, un ministère de la mer a été recréé en France avec la nomination de Madame Girardin. Dans le fond, vous exercez un peu à la fois la fonction de Denis et aussi celle d'une sorte de ministère de la mer. Vous arrivez, après ces quelques mois, à avoir l'autorité nécessaire dont parle Denis Robin sur l'ensemble des départements ministériels et comment vous travaillez, comment vous avez appréhendé vos premiers mois de mission.
Alors tout d'abord, je commencerai par dire que je suis ravie d'être parmi vous. Je remercie infiniment l'équipe de la Saison Bleue pour cette invitation. Je salue tout le monde qui nous suit à travers ce webinaire. Pour revenir à la question que vous venez de poser, pour moi, c'est très très important de mettre l'accent de présenter le secrétariat général des affaires maritimes, que ce soit pour le public tunisien ou bien pour le public français, pour tout le monde, afin de bien cerner son champ d'intervention et l'importance de son existence. C'est justement pour dire que la question de création d'un organe de coordination au niveau de la mer en Tunisie était une question qui a été longuement débattue depuis les années 90. Le texte a tardé à être adopté et publié au niveau du journal officiel. Donc ce n'est qu'en 2019 que la création de cette instance a vu le jour. C'est un organe de coordination tout d'abord entre les différents intervenants en mer. Et là, je confirme tout ce que Denise vient de présenter concernant l'importance de la mer, que ce soit pour les pays côtiers, mais aussi pour tous les pays du monde. Et on sait à travers l'histoire de l'humanité, la mer a toujours été l'espace autour duquel la vie humaine s'est développée, l'activité agricole s'est développée, le commerce entre les continents, entre les pays s'est développé. Donc c'était le premier moyen de communication entre les civilisations, entre les États, le premier moyen, espace aussi pour le développement des différentes activités, que ce soit commerciales, agricoles, touristiques, mais d'autres activités et probablement d'autres activités que nous ne connaissons pas au jour d'aujourd'hui, mais qui seront développées ultérieurement. Et tout ça pour dire que l'action de l'État en mer prend diverses formes. On peut recenser pratiquement plus ou moins 45 types d'activités et d'actions. Et là, il faut qu'il y ait un organe de coordination pour pouvoir tout d'abord faciliter le travail interministériel, mais aussi, et là c'est le point le plus important à mon avis, par rapport à notre mission, que ce soit Secrétariat général des affaires maritimes Tunisie ou bien Secrétariat général de la mer France, c'est d'assurer une vision nationale, une vision stratégique par rapport à nos attentes vis-à-vis de la mer, à nos ambitions, aux défis auxquels nous sommes appelés à répondre, à bien gérer, bien gouverner nos espaces maritimes. Donc c'est une mission que je dirais de prospective, une mission stratégique, mais aussi une mission d'intervention au quotidien, de suivi des travaux des différents intervenants et notamment de facilitation de la communication et facilitation de la mise en place des stratégies sectorielles dans le cadre d'une vision globale. Voilà. Alors, Asma, est-ce que vous avez, vous, avec Denis, des correspondants dans le monde? En gros, comment est organisée la mer? Comment est gouvernée la mer? Quelles sont les instances qui font que ça marche ou ça ne marche pas? Et à l'échelle nationale, est-ce que vous avez des ministres, par exemple, qui existent? Il y en a une en France, je crois qu'il y en a une au Portugal. Un ministre de la mer. Mais, Denis, peut-être, sur cette organisation de la mer. Alors, alors, je ne connais pas l'organisation de tous les pays, hein, mais c'est très, très varié. Dans certains pays, il y a une autorité ministérielle qui s'occupe de la mer et qui assure cette coordination. C'est le cas, par exemple, du Portugal, où il y a un ministre de la mer et de la pêche qui s'occupe d'un très large périmètre d'activité maritime. Dans certains pays, on a éprouvé le besoin de créer des coordonnateurs, donc c'est un peu des secrétaires généraux, mais coordinateurs, je connais très bien par exemple le coordinateur allemand, le docteur Brackmann, mais qui est un coordonnateur plutôt des activités économiques et industrielles en mer, mais qui ne s'occupe pas de l'environnement. Et dans d'autres pays, la compétence est très fractionnée et du coup, c'est difficile pour nous d'identifier des correspondants.
parce que en fonction du sujet, on est obligé d'avoir recours à différents ministres. Au niveau européen, parce qu'on peut aussi en parler, Olivier, il y a eu un débat au moment de la création de la nouvelle commission en 2019, et notamment l'Allemagne soutenait la proposition de créer un coordonnateur européen des affaires maritimes, un espèce de secrétaire général européen des affaires maritimes, et la France trouvait l'idée assez intéressante. Finalement, ça ne s'est pas fait, et nous avons un commissaire européen aux affaires maritimes, mais qui est quand même très centré sur les sujets de pêche, et il y a d'autres commissaires européens qui continuent à s'occuper de l'environnement, de la recherche et de la science, etc. Donc, cette fusion, cette coordination n'a pas été organisée au niveau européen. Alors, Asma, est-ce que dans votre vision, est-ce que la mer est l'affaire d'une nation, en l'occurrence la Tunisie, qui dépend largement de la mer par l'importance de ses côtes, par son histoire évidemment, par toutes les raisons que vous connaissez mieux que quiconque, ou est-ce que vous pensez que c'est une affaire nationale, mais c'est aussi un bien commun d'humanité, comme je crois le président Macron l'avait qualifié? Est-ce qu'on peut parler d'un bien commun d'humanité dans ce cas-là, de règles qui doivent s'imaginer ensemble? La réponse est tout à fait évidente. C'est beaucoup plus une question à la fois nationale, mais aussi une question d'ordre humanitaire qui concerne toute l'humanité. On sait très bien que les 3/4 du globe terrestre est occupé par des océans et des mers. Et donc, l'intérêt que présente cet espace ne concerne pas uniquement les États côtiers, mais aussi tous les États du globe terrestre. Et c'est pour cela que, à ce niveau, je dirais qu'il est très très important de mutualiser les efforts, de travailler selon une approche participative, une approche de coordination, dans le cadre d'un partenariat qui englobe et qui regroupe tous les intervenants, que ce soit étatique, mais aussi organisations internationales, voire même groupes de pression dans le cadre de la société civile, pour pouvoir tout d'abord protéger ce milieu marin, assurer la biodiversité nécessaire pour sa stabilité et son développement, mais aussi créer autour de ce milieu un ensemble d'activités éco-responsables qui permettent donc la croissance à tous les États. C'est une mission qui n'est pas facile à mener. C'est pour cela qu'on a besoin de travailler ensemble, de mutualiser nos moyens, nos efforts pour pouvoir atteindre ces objectifs. Pour revenir à la question posée en ce qui concerne donc l'aspect organisation par rapport au choix fait par la Tunisie en ce qui concerne la création d'un secrétariat général des affaires maritimes, je dirais que en fait un benchmarking a été effectué lors de la préparation du texte de création du secrétariat général par rapport aux expériences comparées. Et ça nous a permis de voir les atouts, les points faibles, les points forts de chaque expérience. Et je dirais que le choix que nous avons, pour lequel nous avons opté, représente à mon avis le choix le plus adapté, tout d'abord au système administratif, au système de répartition territoriale au niveau de la Tunisie, mais aussi c'est un choix qui permet d'assurer tout d'abord une action de coordination faite à un niveau donc au sommet de la hiérarchie pyramidale de l'administration tunisienne, puisque le secrétariat général des affaires maritimes et donc se trouve au niveau de la présidence du gouvernement, donc auprès du président, du chef du gouvernement. Donc ça nous permet d'assurer une coordination et un suivi des différents
actions, des différents travaux, des différents programmes entrepris par les différents ministères, mais aussi c'est un choix qui a été destiné dans le cadre d'avoir une certaine souplesse d'action, une certaine rapidité au niveau des interventions. Et pour l'anecdote, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, il me pose la question pourquoi on n'a pas choisi le modèle de ministère, pourquoi vous n'êtes pas nommé ministre de la mer. J'ai toujours défendu le choix fait par la Tunisie. Je considère que c'est le choix le plus adapté vu la composition administrative au niveau de la Tunisie. Voilà. Alors, bien compris. Donc, vous arrivez les uns et les autres des deux côtés de la Méditerranée à faire travailler ensemble tous ces départements ministériels, donc à avoir une action publique. L'action de l'État en mer, s'il fallait la résumer en 2-3 mots pour vous, Denis, c'est quoi? Alors, le rôle de l'État, moi, je pense qu'il y a 3 volets vraiment importants qui structurent tous les autres. Le premier volet, la mer, c'est aussi une question de souveraineté. Alors, on peut parler de la mer, bien commun, etc. Il n'empêche qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système de délimitation territoriale en mer, reconnu par la Convention du droit de la mer, Montego Bay, et l'État est responsable du respect de sa souveraineté sur ces espaces maritimes. C'est la lutte contre des empiètements dans ces zones territoriales, mais c'est aussi la lutte contre les trafics, la lutte contre le narcotrafic, la lutte contre la pêche illégale, qui sont autant d'atteintes aux intérêts du pays. Deuxième axe très important de l'État, c'est la coordination et l'accompagnement des filières économiques maritimes, les ports, le shipping, la pêche, les énergies marines, pour que cette économie soit florissante au bénéfice du pays, crée des emplois sans créer des dommages à l'environnement marin. Et le troisième élément, c'est justement un rôle de protection de l'environnement maritime. Au moment où les pays reprennent conscience de la richesse que constitue la mer, ils découvrent aussi à quel point les milieux marins sont fragiles et sont d'ores et déjà dégradés. Et donc l'État a une responsabilité de réglementation et de contrôle des mers pour mettre fin à cette dégradation et, si possible, restaurer le milieu maritime. Alors, on voit, merci Denis, on voit qu'à l'échelle du monde, les sujets de souveraineté qui peuvent paraître très mineurs s'agissant de la Tunisie et de la France, parce que nos délimitations sont quand même très largement fixées, que ces questions-là ne sont pas évidentes. Quelque part dans l'Indo-Pacifique, vous avez vu récemment encore les tensions qui existent entre la Chine et d'autres pays, pour ne pas citer Taïwan. Et ces questions de souveraineté se posent aussi en Méditerranée avec un certain nombre d'acteurs de la Méditerranée, souvent pour des raisons d'ailleurs économiques, parce qu'il y a quelque part au fond de la mer soit des terres rares, soit des hydrocarbures qui évidemment alimentent l'appétit des nations. Sur les questions économiques, cette filière économique, Asma, vous arrivez à mesurer son poids en Tunisie, et est-ce que vous voyez des moyens de la développer? Je pense notamment aux énergies renouvelables, aux énergies liées au maritime, à la houle, au éolien. Est-ce que vous sentez qu'il y a là, pour l'économie tunisienne, qui est frappée, comme dans beaucoup de pays, par le Covid, mais aussi par une dégradation ces dernières années, est-ce que vous sentez qu'il y a un espoir maritime ou marin lié à cette économie bleue? Alors, par rapport à cet aspect que je considère très très important dans la gestion des espaces maritimes, je dirais que pour la première fois, on a parlé au niveau d'un texte réglementaire en Tunisie d'une stratégie nationale pour la mer. C'était dans le cadre du décret de 2019 portant création du secrétariat général des affaires maritimes. Et ça démontre l'importance que l'État tunisien accorde de plus en plus pour ces espaces maritimes afin de bien profiter de cette richesse naturelle pour développer autour de ces espaces
un ensemble d'activités qu'on nomme communément économie bleue, qui permet vraiment de drainer un nombre important d'investissements, mais aussi qui permettent de créer un bon nombre de postes d'emploi pour une population jeune, diplômée universitairement ou pas, mais qui pourrait vraiment être intéressée par les activités en mer. Sur cet aspect-là, je considère que l'histoire de la Tunisie avec la mer a été toujours basée sur cette importance que donne cet espace pour développer des activités, notamment en ce qui concerne le commerce maritime, en ce qui concerne le développement des activités touristiques, en ce qui concerne le développement des activités liées à l'énergie. La Tunisie a toujours été désignée en tant que l'empire de la mer, notamment à l'époque punique, mais malheureusement, cette image, nous l'avons perdue petit à petit au fil des années. Actuellement, notre priorité, c'est de travailler de nouveau sur cet aspect-là, développer des branches d'activité éco-responsables, mais aussi capables de faire augmenter le produit intérieur brut du pays, créer des postes d'emploi. Et le secteur de l'énergie renouvelable représente un des secteurs sur lesquels on peut miser pour améliorer l'économie bleue. Mais il n'y a pas que cet aspect-là, il y a d'autres aspects qui représentent des atouts probablement avec la matière première qui existe, avec le potentiel humain qui existe et qu'on pourrait développer à l'échelle nationale dans le cadre d'une économie bleue éco-responsable, notamment, je pense, aux filières de la construction navale, la réparation navale, aux activités touristiques et maritimes autour du littoral tunisien. Il y a aussi les aspects liés à la médecine, donc à travers les algues, à travers les différentes richesses qu'on pourrait utiliser dans ce domaine-là. Et puis, il y a un secteur très très important qui souffre actuellement de certaines violations mais qui représente un potentiel énorme, à savoir le secteur de la pêche. Et notre objectif, c'est de développer essentiellement la pêche traditionnelle, la pêche côtière, donc toute forme de pêche amie avec le milieu marin, amie avec l'environnement. Et vraiment, autour de ces aspects-là, nous sommes en train de développer une réflexion, que ce soit au niveau gouvernemental ou bien avec la société civile, avec les différents intervenants et le secteur privé. Alors, question toujours à vous, Asma. Vu de Tunis, vu de la Tunisie, avec les problématiques qui se posent, évidemment, qui sont des problématiques économiques aiguës, avec les besoins quotidiens de la population, est-ce que les sujets de changement climatique, d'élévation du niveau de la mer, de dégradation des océans, est-ce que ces sujets d'acidification des océans, enfin tous ceux que vous connaissez par cœur les uns les autres, les fonds de la calotte glaciaire, est-ce que ces sujets sont prioritaires et comment vous arrivez dans le fond, à avoir un consensus qui vous permet de placer la question environnementale à la bonne place, qui est la place centrale aujourd'hui, nous dit-on, partout? Alors là, vous posez une question vraiment primordiale et qui permet de vraiment faire un état des lieux des violations auxquelles et des risques et enjeux auxquels est confronté le littoral et l'espace maritime tunisien. Alors vous avez évoqué les problèmes liés au changement climatique. Effectivement, c'est un problème dont souffre toute la Méditerranée, pas uniquement la Méditerranée, mais tous les espaces maritimes de du globe terrestre. Mais au niveau de la Méditerranée, ce bassin a été identifié en tant que région très exposée aux impacts du réchauffement climatique et aux problèmes d'érosion. C'est pour cela que cet aspect-là continue à faire l'objet
d'un suivi, d'un travail en Tunisie, mais certainement dans tous les pays côtiers de la Méditerranée. Il y a aussi le problème lié à la littoralisation, pour parler du cas tunisien. C'est un problème dont souffre le littoral tunisien. Il est dû à un déséquilibre au niveau des activités, au niveau de la présence humaine entre le littoral et les régions intérieures du pays, et qui font que ces deux problèmes, les problèmes liés au changement climatique et l'effet de la nature, et les problèmes liés à l'activité humaine font que la situation actuelle est de plus en plus alarmante. Nous avons presque 44% des zones et des côtes qui sont classées et identifiées vulnérables à fortement vulnérables. Donc l'intervention et le travail sur cet aspect-là est vraiment d'une grande importance et d'une grande urgence pour nous, afin d'arriver à vraiment assurer une bonne gestion et un bon aménagement donc du littoral, limiter l'effet de l'érosion, de la submersion, notamment des zones humides, et développer certaines aires marines et côtières, et les protéger beaucoup plus, et puis assurer aussi une gestion et un aménagement beaucoup plus équilibré, beaucoup plus global et intégré au niveau de la Tunisie. Alors, j'ai des questions qui me parviennent parallèlement, qui viennent de nos auditeurs ou spectateurs, concernant la Méditerranée, justement. Et je voudrais que Denis nous apporte quelques réponses, quelques pistes. Et la question principale, c'est la Méditerranée va très mal. Comment les pays de la Méditerranée, et en l'occurrence les deux qui sont autour de la table aujourd'hui, peuvent résoudre un certain nombre de questions. Et l'auditeur qui nous écrit, manifestement, a écrit de Gabès. Gabès, qui est une oasis maritime, la seule au monde, je crois, très dégradée par les effets de la pollution industrielle. Est-ce qu'il peut y avoir des coopérations européennes, méditerranéennes? Comment travailler ensemble à ces sujets, et quels sont les sujets de dégradation liés à la Méditerranée pour ceux qui ne les connaîtraient pas aussi bien que vous? Denis. Alors, il y a beaucoup de questions dans la question de ton auditeur, Olivier, mais je vais essayer de répondre globalement. Alors, les risques principaux, premièrement, je confirme que la Méditerranée est sans aucun doute une des mers les plus en danger aujourd'hui sur le globe, et qu'il y a vraiment urgence à agir. Parce que c'est une des plus petites en même temps, non? Une des plus petites, une des plus fermées, et une des plus sollicitées. Voilà. Donc, il y a des phénomènes que maintenant tout le monde connaît bien, tout le monde a bien intégré. C'est par exemple les problèmes de surpêche qui sont en train de causer des dégâts considérables et qui mettent en danger des gisements de poissons dans la Méditerranée. Or, les poissons ne connaissent pas les frontières nationales. Donc, on ne pourra répondre à ces questions de surpêche que si on arrive à avoir une vraie politique coordonnée sur l'ensemble de la Méditerranée, ou dans une partie de la Méditerranée, par exemple dans la Méditerranée occidentale, dans des accords de mer régionale. On n'a pas ça. Aujourd'hui, comment on pêche en Méditerranée? Donc, vous êtes français, vous pouvez pêcher où? Et vous êtes tunisien, vous pouvez pêcher où? Alors, tu as des accords. Alors, l'Union européenne se fixe pour les pays de l'Union européenne ce qu'on appelle les TAC et quotas, donc un maximum de prises autorisées qui est réparti ensuite par pays européen. Tu ne peux pas aller pêcher sans son accord dans la zone économique exclusive d'une autre nation non européenne. Donc ça, c'est 200, pour rappeler à nos 200 000 miles, qui représentent 350, 380 kilomètres. Et en mer internationale, tu peux pêcher, mais pour autant que tu respectes des règles qui sont fixées par une organisation régionale de pêche. Donc, les mers internationales, c'est celles qui n'appartiennent ni à la Tunisie ni à la France, en l'occurrence, pour vous deux. Donc, si Asma veut pêcher un poisson dans la ZEE française, elle peut Moi, j'irais très volontiers en mer avec Asma pour pêcher un poisson, mais toute seule, elle ne pourrait pas. D'accord.
Et toi, tu ne peux pas aller pêcher dans les zones tunisiennes non plus. Je ne peux pas non plus. Voilà, pardon, un peu de choses basiques, mais pour les auditeurs, c'est important. Et puis, il y a tous ces espaces, dans le fond, qui représentent d'ailleurs des sujets de discussion, puisqu'aujourd'hui, il y a un projet de traité, le BBNJ, qui discute de ces espaces qui ne sont pas sous juridiction nationale. Qu'est-ce que vous avez… pardon, je n'ai pas continué parce qu'il y a plein de réponses, mais j'en profite peut-être pour Asma. Vous avez des sujets, vous, liés aux délimitations des zones où les choses sont parfaitement bien déterminées en Tunisie? Alors, pour la bonne partie des espaces maritimes tunisiens, la délimitation a été effectuée avec les pays voisins, les pays qui sont en face de nous. Il nous reste quelques dossiers, notamment avec Malte et l'Italie, en ce qui concerne la zone économique exclusive et le plateau continental, qui seront certainement réglés, et on compte énormément sur la négociation bilatérale pour pouvoir arriver à une délimitation finale et définitive sur ces aspects-là. Mais sinon, avec l'Algérie, tout a été réglementé. Avec la Libye aussi au niveau du plateau continental, il reste quelques aspects aussi au niveau de la zone économique exclusive. Donc, sinon, je reviendrai à la question dont vous venez de poser, qui concerne les problèmes liés à la gouvernance et à la gestion des espaces maritimes, notamment en matière de la surpêche et la pêche INN, que représente vraiment un problème d'envergure mondiale, et le bassin méditerranéen est un des espaces qui souffre le plus de ce problème mondial. Et là, vraiment, le travail, je confirme ce que Denis vient de dire, ne peut être vraiment limité à des actions prises par chacun des États à lui seul, mais il faut que ça soit dans le cadre aussi d'accords de partenariat, de collaboration, de coordination au niveau régional, tout en prenant en considération certainement les spécificités de chaque État au niveau socio-économique, mais aussi au niveau de son aspect par rapport à l'histoire de la pêche qu'il veut préserver dans ce domaine-là. Alors, Denis commençait, donc avait évoqué cette question de la pêche. Bon, on voit à peu près les sujets qui se posent. Quels sont les autres sujets de Méditerranée alors? Deuxième sujet, c'est la préservation des milieux marins. C'est-à-dire que notamment si les ressources diminuent, c'est parce qu'on les pêche trop, mais aussi parce que les milieux de cette ressource sont dégradés. C'est notamment la question de la préservation des herbiers en Méditerranée. Les herbiers sont en très très grand danger sous un double effet. D'abord les pollutions de la mer qui les attaquent, et une surfréquentation touristique, notamment de ce qu'on appelle la grande plaisance, des grands yachts, etc., qui jettent leur ancre à proximité du littoral, dans les zones d'herbiers, et qui arrachent. Ce sont des rhizomes, des grandes racines qui s'arrachent et qui ont un effet catastrophique sur ces milieux. Donc, en France, on a lancé toute une politique de réglementation de ces pratiques pour protéger les herbiers et les milieux. Donc ça, c'est le sujet en quelque sorte un peu de la biodiversité, non? Est-ce qu'on peut dedans mettre la question du corail, des coraux, des mangroves aussi? C'est la même logique. C'est la même logique. Hein. En Tunisie, sur ce sujet de la biodiversité, Asma, est-ce que vous avez sur la question des mangroves, des coraux, évidemment, des préoccupations communes avec celles qu'évoque Denis Robin? Je confirme ce que Denis vient de dire par rapport aux enjeux auxquels nous sommes confrontés pour préserver la biodiversité dans nos espaces maritimes et dans le bassin méditerranéen d'une façon générale, notamment avec l'ampleur de ces activités illicites, non réglementées, non déclarées, qui sont en train d'être exercées, que ce soit par les pêcheurs des pays côtiers de la Méditerranée, ou bien aussi par des chalutiers qui viennent des quatre coins du monde, étant donné la diversité
de la richesse marine au niveau du bassin méditerranéen, avec ses 10 000 espèces, dont certains sont propres et uniques à la région. Donc, et là, la Tunisie a entrepris un ensemble de mesures de conservation pour pouvoir faire face à ce fléau et donc remédier à ce problème. C'est notamment des mesures qui concernent les normes et les conditions auxquelles doivent répondre les navires et les engins de pêche. Il y a aussi des mesures qui concernent les saisons de pêche, la taille et la nature des espèces, etc. Et ça englobe toutes les espèces marines, que ce soit donc les poissons, mais aussi les corails, les autres espèces, les éponges qui représentent aussi une richesse très très importante en Tunisie et que nous sommes en train de mettre en place tout un mécanisme pour préserver donc cette richesse. Je dirais que même à ce niveau-là, et encore une fois, nous avons besoin d'un travail donc global. Exactement, régional, parce que vraiment, on ne peut pas faire face à ce fléau de façon donc unilatérale sans avoir la contribution de tout le monde. Alors, on retrouve Denis maintenant de l'autre côté de la Méditerranée, en France. C'est comme formidable d'ailleurs ce dialogue entre deux secrétaires généraux qui discutent de sujets très importants par cette visioconférence. Je crois que c'est la première fois, donc on en profite. On est rattrapé quand même par les auditeurs qui nous disent « mais vous n'avez toujours pas parlé du canal de Suez ». On va en parler dans quelques instants. Ceci dit, quel était l'autre point peut-être que vous vouliez évoquer, Denis? Ça peut être une très bonne transition avec le canal de Suez. Ce sont toutes les pollutions de nature industrielle que nous déversons dans la Méditerranée. La Méditerranée est la mer la plus traversée par les flottes, et notamment les flottes de commerce. Or, nous sommes confrontés à un phénomène qui s'impose à nous et qu'il faut prendre en compte, qui est le gigantisme. Ouais. Aussi bien pour ce qui est le transport commercial que pour le transport passager, notamment la croisière. Je rappelle, il y a encore seulement quelques années, on avait des bateaux de croisière de 2-3 000 passagers. On trouvait ça déjà énorme. Les nouveaux bateaux de croisière qui sont livrés aujourd'hui, ce sont des bateaux qui peuvent emporter 8 000 personnes. 8 000 personnes. 8 000 personnes sur l'eau, avec toutes les pollutions que ça peut générer. Le bateau Lever qui a été bloqué pendant presque une semaine à Suez, c'était 400 mètres de long, 22 000 containers. Ouais, c'est aujourd'hui les générations les plus grandes de transport de containers. Ce sont les super porte-containers qui peuvent emporter 20 000 boîtes, alors qu'il n'y a pas si longtemps, on était à 12 000, on trouvait que c'était déjà beaucoup. Alors, j'en profite pour rebondir. Asma, faut-il un port en eau profonde en Tunisie? Parce que dans le fond, ces containers, si on veut qu'ils s'arrêtent chez vous, il faut qu'il y ait un port qui les accueille. C'est ça le sujet, Denis, ou entre autres? Si on veut rester inscrit dans le schéma du commerce international, aujourd'hui, on n'a pas tellement le choix. Ouais. Il faut avoir des installations portuaires qui le permettent, ou alors il faut avoir une coopération avec un port de cette envergure et d'avoir un système d'éclatement et de cabotage. Mais le sujet, excuse-moi Olivier, le sujet, pas pour tout de suite, mais pour la décennie qui vient, va être un sujet sur ce gigantisme. C'est-à-dire, est-ce qu'on accepte de continuer à aller vers ces formes qui nous font un peu peur, ou est-ce que l'ensemble des nations présentes à l'Organisation internationale de la mer vont vers des formes de régulation pour mettre fin à cette course au gigantisme? Là-dessus, Asma, sur le gigantisme et sur ces grands bateaux, ces grands porte-containers qui passent parfois devant la Tunisie sans s'y arrêter. Alors, je confirme le fait que la Méditerranée, c'est la région la plus convoitée, une des régions les plus convoitées en termes de transport maritime, en termes d'activité touristique, en termes d'activité industrielle aussi. Donc là, la Tunisie, on est, je dirais, dans l'obligation, mais aussi on est devant une opportunité qu'on devrait saisir par rapport à
à ce constat, à savoir la mise en place des infrastructures nécessaires pour pouvoir tout d'abord faire face à ce flux, mais aussi créer un ensemble d'activités et d'investissements autour de cet intense trafic maritime dans le bassin méditerranéen. Alors par rapport au port en eau profonde, la décision a été déjà prise par le gouvernement depuis 2018 pour aller dans ce sens-là, suite à un ensemble d'études qui ont été menées depuis presque une dizaine d'années pour voir donc l'opportunité de ce choix, pour aussi identifier l'emplacement idéal pour réaliser ce projet. Il y a eu donc création d'une entreprise publique pour faire le suivi des travaux d'aménagement et donc les études nécessaires pour la réalisation de ce projet. Le projet avance dans ce sens-là, mais il y a un aspect environnemental aussi auquel ce projet doit répondre pour éviter un impact catastrophique ou bien des répercussions environnementales sur la côte et sur le littoral tunisien. Donc, ces aspects-là vont de pair. Donc, un avancement au niveau des études, un avancement au niveau de l'aspect logistique pour accélérer ce projet, mais aussi l'accomplissement et la finalisation des études sur le plan de l'impact environnemental. Là, je reviens aussi à un autre aspect qui concerne donc la pollution liée au trafic maritime, pour dire que malheureusement le bassin méditerranéen souffre de cet aspect-là lié à la pollution faite par les navires, mais aussi il y a un aspect très très important qui concerne le trafic maritime et qui engendre en fait donc un impact pour les espèces qui existent dans le bassin méditerranéen. On sait très très bien que la première cause de mortalité non naturelle pour les grands cétacés, c'est les accidents qui sont engendrés par les grands navires qui passent dans la Méditerranée. C'est pour cela que c'est très important d'aller dans ce sens pour pouvoir absorber ce flux de trafic maritime, notamment dans le canal de la Sicile, mais aussi il faut que ça soit accompagné par des mécanismes de surveillance, de sécurité, de sûreté et de protection du milieu marin. Est-ce qu'on a des espaces, Denis, des espaces protégés, des aires marines protégées, notamment sur cette question des cétacés en Méditerranée? Qu'est-ce qui existe? Il y a l'archipel, je sais, des Pelagos, mais est-ce qu'il y a des mesures importantes, ce qu'on appelle les aires marines protégées? Peut-être rappeler ce que c'est à nos auditeurs. Alors, on a des aires marines protégées, c'est-à-dire des aires, des zones dans lesquelles il y a une réglementation spécifique pour protéger l'environnement. Alors, on a ça peut être un parc national, mais pas forcément, ça peut prendre d'autres formes. Ça peut être ce qu'on appelle des zones Natura 2000, ça c'est un label européen, avec des réglementations d'une plus ou moins grande intensité. S'agissant des grands cétacés, la France porte un projet de création de ce qu'on appelle une ZMPV, une zone de protection des grands cétacés en Méditerranée, qui en fait peut conduire à la création de routes maritimes et d'orientation du trafic pour éviter que les grands navires empruntent n'importe quelle route et mettent création de couloirs. C'est une possibilité. Alors, tu sais, Olivier, que dans le monde, il y a des associations, notamment des ONG environnementales, qui vont même encore plus loin et qui proposent ce qu'on appelle un moratoire, qui est de dire tant qu'on ne sait pas mesurer avec une objectivité scientifique l'impact de l'activité humaine sur le milieu marin, il vaut mieux, par précaution, il vaut mieux tout interdire. Et on a des ONG environnementales, Pew par exemple, qui assurent la promotion du moratoire et de création de très grandes zones maritimes dans lesquelles tout est interdit, même la présence de l'homme, en quelque sorte. Alors, ça se heurte à notre conception de la mer, de la liberté de circulation sur les mers, etc. Mais ça montre en tout cas une prise de conscience au niveau international qui est très nouvelle.
Donc le débat dans les années à venir va être, les questions qui sont déjà là, sur la table aujourd'hui vont devenir brûlantes, j'imagine. Quid, Asma, la pollution plastique? Parce que pour le coup, la pollution plastique, ce ne sont pas les navires, ce ne sont pas les activités maritimes qui les justifient en quelque sorte, qui les procurent, mais ce sont les activités terrestres. Et en Méditerranée, il y en a beaucoup, et je pense que la Tunisie est aussi victime, comme nous, de cette pollution plastique envahissante. Tout à fait d'accord et c'est un problème, je dirais, mondial auquel sont confrontés les océans mais aussi les mers. Et là, c'est l'effet de l'activité humaine, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est que les études et les recherches dans ce domaine confirment de plus en plus que l'impact du plastique sur la dégradation de la biodiversité et de la stabilité des écosystèmes est vraiment irrécupérable. Donc, c'est d'où la nécessité d'intervenir et de réagir par rapport à cet aspect-là. La Tunisie, comme tous les pays côtiers, souffre de ce problème. C'est pour cela qu'en 2020, nous avons interdit donc la production, l'utilisation et l'importation des sacs en plastique à usage unique, une mesure qu'on considère très importante pour limiter donc ce problème-là et son impact sur la biodiversité marine, mais aussi au niveau de la pollution terrestre, parce que c'est un phénomène qui impacte la terre et la mer. Et une fois que ça impacte la mer, la terre, c'est aussi directement la mer. C'est pour cela que, comme je viens de le dire, ça a été interdit au niveau de la Tunisie. C'est vrai qu'au niveau de la mise en place de cette mesure, il y a eu donc un choix de périodicité et de progressivité dans son application, mais ça nous a permis quand même de bien gérer cet aspect-là et de limiter son impact. Je considère aussi que le travail de sensibilisation donc de la population, notamment la population jeune, par rapport à l'impact du plastique sur la biodiversité et sur l'environnement marin est très importante. Et là, j'incite vivement la société civile et les organisations à continuer leur travail dans cet aspect-là. Et je profite pour saluer les actions entreprises par la Saison Bleue dans ce sens-là, mais aussi toutes les actions faites par la société civile en Tunisie pour lutter contre la pollution par le plastique. Absolument. Denis, sur la Méditerranée, d'autres choses encore, d'autres sujets qui vous paraissent devoir être mis sur la table? Le plastique, Asma vient de très bien en parler. C'est une vraie préoccupation, ce plastique qui est porté par les fleuves à partir de la terre. La question des ports, Asma, en parlant du projet de port en eau profonde, a très bien dit que c'est important d'avoir un port, mais il faut maintenant avoir des ports compatible avec un développement durable et le respect de l'environnement. Ça, c'est par exemple un grand sujet dans les ports français, hein, par exemple le port de Marseille. Comment rendre le port de Marseille plus compatible avec le respect de l'environnement, limiter les émissions dans l'eau et les pollutions, les émissions dans l'air et les pollutions dans l'eau, donc l'électrification des quais, la mise à disposition de gaz liquéfié comme carburant, etc. C'est des très gros investissements à la fois. Je ne sais pas si tu te souviens, Olivier, la France, dans son plan de relance après le Brexit, met 200 millions sur la table pour moderniser les ports français et pour surtout les rendre beaucoup plus compatibles avec une vraie politique environnementale. Ça me paraît absolument essentiel. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas cité le sujet des ports. En Tunisie, j'imagine. Alors, on m'envoie beaucoup de questions maintenant, il nous reste 10 minutes à peine. Donc, peut-être réagir sur le sujet des ports, Asma, mais aussi sur une question. Pas une question, sur au moins 5 ou 6 questions sur un sujet qu'on n'a pas évoqué, parce qu'évidemment, il n'est pas le sujet maritime au sens de vos attributions, mais c'est le sujet de la migration, des migrations. La Méditerranée n'est pas uniquement polluée, disent nos auditeurs, mais qu'est-ce que vous pouvez faire à votre place, hein, à votre place, sur la question des migrations? Alors, c'est un sujet évidemment, Asma, sur lequel peut-être vous pouvez rebondir.
À la migration clandestine, je dirais que c'est un problème dont souffrent tous les pays de la rive du nord et de la rive du sud du bassin méditerranéen. Les causes sont vraiment diverses et multiples, donc d'ordre socio-économique, liées aussi à l'instabilité politique que connaît la région, notamment le continent africain, aux problèmes de la famine, aux problèmes de chômage, aux problèmes de guerre, de conflits civils qu'on trouve dans certains pays subsahariens. Face à cette situation, c'est tout à fait normal qu'on voit ce problème et donc ce trafic illicite de personnes et de migrants se développer autour du bassin méditerranéen. C'est pour cela que je dirais que le combat de ce trafic représente vraiment un travail permanent pour les forces maritimes en Tunisie, mais c'est le cas aussi pour les diverses forces des différents États et pays côtiers de la Méditerranée. À mon avis, c'est un problème qu'on devrait aborder et régler en pensant à résoudre les sources et les problèmes, les causes qui incitent les jeunes et les gens. Et actuellement, on voit même des personnes âgées opter pour cette solution afin de trouver un avenir meilleur, peut-être, mais ils risquent leur vie. Donc, il faut vraiment s'attaquer aux causes qui ont poussé ces gens-là à opter pour ce choix. On ne peut pas évidemment traiter le sujet qui est un sujet dramatique et très complexe, comme vous l'avez dit, mais Denis, est-ce qu'il y a, pas chez vous évidemment, mais est-ce qu'il y a quelque part un endroit, une négociation, une discussion, comment les nations, par exemple à l'échelle méditerranéenne, discutent de ces questions-là? Tu sais, Olivier, la France est confrontée à ce problème sur plusieurs bassins maritimes, donc évidemment la Méditerranée, comme vient de rappeler Asma. On est confronté à ce problème aussi dans la Manche et la mer du Nord, parce qu'on a de nombreux migrants qui traversent l'Europe pour aller en Angleterre et qui se massent sur les côtes françaises pour traverser la Manche, qui est la zone du monde sans doute la plus fréquentée par un trafic maritime de commerce très, très, très intense, donc avec des risques absolument incroyables. Puis alors, très loin de nous, mais c'est la mer française. À Mayotte, on a un problème massif. Bon. Pour la France, d'abord, je voudrais rappeler, c'est pas que la France, c'est un problème de droit international. C'est très compliqué à gérer parce que le migrant qui prend la décision de traverser une mer, bon, il est migrant et il se met en situation irrégulière du point de vue du séjour lorsqu'il arrive en France. Mais avant tout, pour nous, il est un naufragé. Quand il est en mer, quand il se retrouve sur une embarcation d'une fragilité incroyable, pour nous, cette personne, elle est d'abord un naufragé. Et donc, nous devons la traiter comme telle parce qu'il y a des règles internationales sur la préservation de la vie en mer. Et donc, nous organisons d'abord le secours pour éviter des drames en mer. Mais une fois que le secours est organisé et que la personne est conduite à terre dans un pays européen où la réglementation se ressemble, il est ensuite traité comme un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Alors, il y a des discussions. L'Europe a, comme tu le sais, constitué une agence particulière, l'agence Frontex, pour gérer ses frontières et notamment ses frontières maritimes. Mais aujourd'hui, c'est une question qui reste quand même très nationale et qui est traitée dans des relations bilatérales entre chaque État, notamment de chaque côté de la Méditerranée. Beaucoup de questions nous arrivent encore. Et dans le fond, votre dialogue à l'un et à l'autre amène des auditeurs à nous dire, mais dans le fond, ces deux pays s'entendent bien, plutôt bien, vraiment. Est-ce que vos législations est-ce qu'il faudrait les harmoniser? Est-ce qu'elles sont compatibles? Est-ce que vous avez des sujets de discussion, en fait, dans le fond, ou même de débat, ou même des contradictions entre les uns et les autres? Denis? Alors, je pense que le dialogue va être facilité avec la création du poste de secrétaire général des affaires maritimes en Tunisie, d'autant que le schéma qui a été retenu par le gouvernement tunisien
est assez proche du schéma français. On a eu l'occasion d'échanger avec Asma sur nos champs de compétences et on se retrouve bien, je pense, tous les deux dans nos responsabilités, nos missions et nos objectifs. Donc, je pense qu'on va pouvoir construire un lieu d'échange, de bonnes pratiques, confronter nos expériences et ça va être très utile. Et deuxième élément de réponse, Olivier, la Tunisie et la France sont déjà ensemble dans de nombreuses organisations régionales maritimes. Westmed, par exemple, qui est une organisation qui réunit certains pays de la rive sud et de la rive nord de la Méditerranée, dans sa partie occidentale, assure la promotion et le financement sur fonds européens de projets maritimes de développement durable. Donc ça, c'est un beau projet au sein duquel la Tunisie et la France pourraient porter des projets communs. Westmopoko, c'est la lutte contre les pollutions en mer. La Tunisie et la France en sont tous les deux membres, mais Westmopoko va se terminer, mais il devrait être relancé par une nouvelle initiative européenne sur la lutte contre les pollutions. Donc là aussi, je pense que c'est bien que des pays de la rive sud et de la rive nord portent ensemble des projets communs et les soumettent ensemble à des financements européens. Donc voilà, je pense que dans les organisations régionales existantes, avec ASMA, on va pouvoir porter des projets et obtenir ensemble des financements significatifs pour faire du développement durable. Alors, petite question à Asma, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Denis d'abord? Et puis, est-ce que vous avez ce sentiment qui est souvent partagé, en tout cas, qui nous est rappelé par un auditeur, c'est que dans le fond, on pense la Méditerranée souvent du Nord. La Méditerranée, elle est pensée souvent du côté européen avec des crédits européens importants. Donc, dans le fond, d'ailleurs, la création de la saison bleue et puis du Forum de la mer par Pascal Lamy à Bizerte en 2018, c'était ça, c'était l'idée, c'est de pouvoir avoir un lieu où, à partir du sud de la Méditerranée, à la pointe la plus extrême septentrionale de l'Afrique, on réfléchisse la Méditerranée, pas uniquement vue de Marseille, de Gênes ou d'Athènes. Alors, tout d'abord, je confirme tout ce que Denis vient de dire par rapport au champ de partenariat, de collaboration entre les deux secrétariats généraux. Et je commencerai par dire tout d'abord, on a besoin de mettre en place ce mécanisme de collaboration, de coordination pour pouvoir avancer sur des thématiques communes, mais aussi j'aimerais bien rappeler que le droit de la mer et le droit maritime, c'est une filière dont la source est une source internationale par définition à travers les conventions internationales, à travers aussi l'intervention et le champ de compétences des organisations internationales spécialisées dans ce domaine-là. Et le premier objectif sur lequel nous tablons, donc accélérer notre activité, c'est vraiment la représentativité de la Tunisie au sein de ces organisations internationales, au sein de ces initiatives régionales et internationales, que ce soit thématiques ou bien d'ordre général, et avoir un partenariat avec une structure telle que le secrétariat général de la mer, avec sa longue histoire qui avoisine les 25 ans actuellement, donc ne pourrait être que d'une grande utilité pour notre jeune expérience qui n'a que 3 mois et demi d'expérience. Donc, on a besoin vraiment de mettre en place ce genre de coopération. Et puis, sur la deuxième partie de ta question, Olivier, en ce qui concerne donc les aspects liés à l'importance du rôle des partenariats sur le plan régional et de cette vision qui a toujours existé par rapport à une Méditerranée vue du nord beaucoup plus que du sud. Il suffit de rappeler que pour les crises et pour les catastrophes, pour les problèmes, que ce soit au niveau de la pollution, au niveau du crime transnational, l'espace maritime est un espace ouvert. Donc tout ce qui se passe dans la rive sud
sera, va être, ou bien va avoir des répercussions sur la rive nord. C'est pour cela qu'on a besoin d'avoir une vision globale de notre espace commun avec ces deux rives, nord et sud, et non pas se contenter donc aux spécificités, besoins de la rive nord. Merci. Il est 11h04, non, il est 12h04, pardon, à Tunis, où vous êtes. Est-ce qu'il fait beau chez vous? Ah, très beau. Très beau, oui. Oui, avec... Mais je sais qu'aujourd'hui aussi, il fait très beau, il fait 25 degrés à Paris. Donc, oui, voilà, je vois que vous êtes branché aussi sur la météo parisienne. On voulait vous dire qu'il fait très beau aussi, voilà, que le beau temps n'est pas le privilège de la rive sud de la Méditerranée. Vous dire aussi que moi, j'étais très heureux comme animateur de cette rencontre entre vous, de voir que ces belles personnes, imposantes personnes que vous êtes, avec un sens fort de l'État, mais en même temps un regard extrêmement ouvert sur toutes les questions, sont à la tête de ces grandes questions qui sont les questions maritimes entre nos deux pays. Donc, je pense que vous allez vous retrouver bientôt. Denis Robin était venu très aimablement en 2018-2019 en Tunisie, et il reviendra probablement, j'espère, au moment du Forum de la mer, le 1er octobre, où la ministre de la Mer, Madame Girardin, viendra très certainement. Est-ce que vous avez un petit mot d'amitié ou d'amour franco-tunisien à vous passer l'un l'autre avant de vous dire au revoir, Asma? Alors, je salue encore une fois cette initiative entreprise par la Saison Bleue pour nouer beaucoup plus les relations entre les deux structures, parler et débattre de questions qui nous concernent tous afin de préserver notre héritage naturel et développer des activités éco-responsables autour de ce bassin. Donc, j'espère que cette rencontre donnera l'occasion à d'autres rendez-vous autour d'autres thématiques aussi importantes pour la Tunisie et la France, et aussi s'ouvrir sur tous les pays de la rive nord et la rive sud de la Méditerranée. Denis? Oui, moi je crois, Olivier, tu vois, que on ne résoudra pas l'équation maritime, c'est-à-dire utilisation de la richesse des mers, mais tout en préservant les équilibres marins. On ne réglera pas cette équation-là avec des réglementations nationales. Elles sont importantes, hein, mais on y arrivera uniquement en mobilisant l'opinion publique internationale pour dire attention à ce qu'on fait. La mer, c'est ultra sensible, c'est le climat, c'est la biodiversité, c'est la vie sur Terre dans les siècles qui viennent. Et ce travail-là, bon, on peut pas le mener chacun de notre côté dans nos pays. Et de pouvoir parler de chaque côté de la Méditerranée pour dire aux peuples qui habitent tout autour de la Méditerranée, cette mer, elle peut peut-être mourir si on ne fait pas attention et si on ne prend pas ensemble les bonnes décisions, c'est extrêmement important. Et donc, on a noué un premier contact entre deux pays. Voilà, maintenant, il faut élargir le cercle, il faut renforcer l'enthousiasme et la conviction, et dire à tous nos concitoyens qu'on peut y arriver. Les choses ne sont pas définitivement catastrophiques, mais il n'y a pas de temps à perdre pour prendre les bonnes décisions. Denis, merci. Je rappelle d'ailleurs que à l'occasion du congrès de l'UICN à Marseille, début septembre, ces sujets seront traités. Évidemment, on sera au bord de la Méditerranée, que le plan pour une Méditerranée exemplaire a été présenté lors d'un dernier sommet de One Planet Summit par le président de la République français. Que donc, ces sujets méditerranéens, ils sont évidemment de première importance et ils sont traités. C'est l'occasion, en tout cas pour moi, de vous remercier l'une, qui est aussi une amie que je salue, mais que j'ai vraiment eu le plaisir pendant une heure de découvrir dans ses nouvelles fonctions. Et puis l'un, Denis, qui est un ami aussi et qui nous a permis d'être ici dans les locaux du secrétaire général de la mer, que je remercie, qui fait un travail remarquable. C'est dans une grande maison. Vous avez à un étage la ministre de la mer, le secrétaire général de la mer. Vous voyez, nous sommes bien outillés. Et puis, je voudrais saluer surtout nos amis tunisiens qui font un travail exemplaire tous les jours sur toute la côte, à travers la Saison Bleue aussi, mais remercier évidemment l'équipe de Rim Benzina elle-même, et puis de Ram Esguich, et puis toute l'équipe
qui a permis cet échange par-delà la mer, par-delà une mer tourmentée, mais en même temps qui nous passionne, qui depuis tant de temps a agi à travers les siècles et à travers les millénaires. Et puis peut-être vous terminer en vous donnant une petite phrase, mais vous la connaissez certainement, en tout cas Denis, qui peut vous être utile si jamais vos autorités ne vous donnent pas assez de moyens pour agir, ou ici où elles ne considèrent pas assez la mer. C'est une phrase de Richelieu qui dit « Les larmes de nos souverains ont souvent le goût salé de la mer qu'ils ont ignorée ». Voilà, sur cette petite citation, il est important que nous puissions, à travers ce dialogue, de parler de la mer.